Bonjour à tous. Mathieu Roumy, je suis chargé de transition énergétique pour une collectivité territoriale du Grand Est de la France. Je viens de soutenir ma thèse en sciences de l'ingénieur qui traite de la capacité d'innovation des systèmes socio-techniques complexes que sont les grandes entreprises. Et nous avons étudié leur modélisation pour le pilotage de cette capacité d'innovation. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de résilience et je vais faire un trait d'union entre la résilience et l'approche systémique des systèmes complexes, puisque, comme nous le savons, la planète est un système complexe en lui-même. Avant cela, on va juste poser un constat ensemble. Le constat actuel, c'est que nous sommes sur une planète, donc un système fini, avec des limites planétaires qui garantissent une vie soutenable pour les hommes et la biodiversité. Des limites planétaires aujourd'hui qui sont dépassées, dont 6 sont actuellement dépassées par l'activité humaine. On peut poser le constat d'un point de vue énergétique. On est en train de subir une descente énergétique, c'est-à-dire une raréfaction des réserves pétrolières et des ressources d'énergie fossile. On peut poser un constat de biodiversité. Nous sommes en pleine crise de biodiversité avec un effondrement de la biodiversité. On peut aussi parler de minerais, de sable, puisqu'on est en train de vivre une pénurie de minéraux et de matériaux, notamment de sable et de minéraux. On peut parler du cycle du phosphore qui est en train d'être dégradé fortement et qui est une des conditions sine qua non pour la vie sur Terre. Enfin, voilà. Aujourd'hui, le constat est celui-ci. Nous sommes dans une situation plus que critique. Et pour faire face à tout ça, il y a un mot, un thème, un concept qui est la résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience? Puisque c'est un mot qui est employé de façon qui s'est démocratisé dans le débat public, qui s'est démocratisé dans les échanges entre citoyens, entre politiciens, dans les entreprises. Mais finalement, c'est un concept très polymorphe, très hétérogène, et on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se cache derrière. Et je vais aborder donc la résilience d'un point de vue systémique et territoire, puisque je travaille pour un territoire. Systémique, pourquoi? Puisque nous sommes sur des systèmes complexes. Et territorial, pourquoi? Parce que c'est à l'échelle d'un territoire que l'on peut prétendre à une résilience qui permet de faire face à divers crises ou divers chocs brutaux qui adviendront à l'avenir. Donc, si on doit poser une définition à la résilience finalement, c'est un système qui est capable de résister à un choc plus ou moins brutal, voire très brutal, et qui va ensuite, après avoir résisté à ce choc, s'adapter. La résilience est différente. La résilience n'est pas un retour à l'état initial du système. C'est-à-dire que le système va subir un choc, va se transformer, et cette transformation va être pérenne. Et ça lui permettra ensuite d'être toujours plus ou moins résilient face aux futures crises et chocs qu'il va subir. La résilience est très différente de la gestion de crise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, que ce soit une entreprise, que ce soit une institution, à gérer les crises de façon silotée. C'est-à-dire que pour chaque crise, on a un protocole bien spécifique avec des intervenants bien spécifiques et on traite ça de façon séparée. Or, qu'est-ce que nous apprend la complexité et l'étude des systèmes complexes? C'est que la somme de tout n'est pas égale à la somme de l'ensemble. C'est-à-dire que travailler sur la résilience, par exemple, alimentaire, en parallèle ou en silo, travailler sur la résilience économique, puis travailler sur la résilience énergétique, ne permet pas de travailler sur la résilience systémique d'un territoire notamment. Quelle est la différence également entre la résilience et la gestion de crise? La gestion de crise traite d'un problème, d'un événement qui est limité à la fois dans le temps et dans l'espace. La résilience territoriale systémique, elle, traite d'un événement qui est illimité, entre guillemets, dans le temps et surtout avec des répercussions systémiques, donc géographiquement très larges. C'est ça aussi qui est important à prendre en compte et c'est également cette notion qui est très importante à prendre en compte, c'est que aujourd'hui, la résilience traite vraiment d'une approche globale. Alors, comment créer un territoire résilient? Alors, un territoire, c'est avant tout un système social, puisqu'il est constitué d'hommes, un système environnemental, puisqu'il est constitué d'un environnement au sens biologique du terme, et un système technique, parce qu'il est composé d'infrastructures, d'entreprises, etc., etc. Donc, on peut dire que c'est un système socio-environnemental technique complexe, puisque tout est en interaction, les hommes, la nature et les infrastructures. Donc, la résilience va permettre finalement va devoir permettre à chacun de ces sous-systèmes de travailler ensemble à l'adaptation de ce système et à l'évolution du système. Comment on concrétise et on rend tangible cette résilience territoriale? Certains chercheurs ont mis en avant 10 aspects essentiels de la résilience du territoire, à savoir que, in fine, l'objectif, c'est finalement de permettre au système de s'adapter, mais de garantir également les conditions sa fonction de base, c'est-à-dire les conditions qui permettent à un homme
de vivre dans le système. Donc, pour reprendre depuis le début, la résilience, c'est donc la capacité d'un système à résister à un choc, puis à s'adapter. Et si on parle de la résilience territoriale, c'est la capacité d'un territoire à résister à un choc, à s'adapter à ce choc et à maintenir les conditions de base qui permettent, enfin, à maintenir, oui, les conditions de base qui permettent à des individus tout simplement de vivre sur le territoire. Donc, comment? Tout simplement en étudiant 10 aspects d'un territoire. Donc, on va peut-être pas les énumérer, mais il y a la gestion de la ressource en eau, qui est vitale, la gestion de la ressource alimentaire, la gestion de la capacité à produire et à stocker de l'énergie, la question de la sécurité, donc qui est la sécurité liée aux migrations ou à l'immigration, la sécurité liée aux conflits sociaux, démocratiques. Il y a aussi tout ce qui a trait, pardon, aux approvisionnements, etc., etc. Un point important aussi, on nommait souvent ce point, c'est que la résilience, dans les principes de résilience, dans les caractéristiques de la résilience systémique, il ne faut pas omettre le citoyen et donc la démocratie. Un des 10 piliers qui permettent de construire la résilience d'un territoire, c'est cette approche aussi démocratique et c'est cette capacité à intégrer le citoyen à l'ensemble finalement des décisions et du processus de résilience. Et c'est aussi permettre aux citoyens de se questionner sur leurs responsabilités propres, à la fois de la situation actuelle, mais également de la situation future. Et finalement, la résilience ne peut être individuelle, ça n'a pas de sens. Et la résilience est également à étudier selon une échelle bien particulière. Aujourd'hui, on peut pas prétendre à être résilient à une échelle très locale, c'est-à-dire un corps de ferme, par exemple. Un corps de ferme ne sera jamais résilient parce qu'il ne gère pas ses flux énergétiques, parce qu'il ne gère pas sa ressource en eau, parce qu'il est dépendant de matières issues de l'extérieur. On, on pourrait parler de résilience, par exemple, à l'échelle d'une métropole, mais malheureusement, ce sont des tailles trop importantes et avec des caractéristiques beaucoup trop qui vont à l'encontre justement de cette résilience, cette capacité d'adaptation, puisque une métropole, c'est une concentration très importante d'hommes et de femmes sur un territoire donné. La taille critique qui semble être la plus pertinente pour parler de résilience, pour être capable d'être résilient, c'est le territoire. La résilience, c'est finalement sur un territoire, donc à l'échelle territoriale, c'est elle doit être collective, donc elle ne peut pas être individuelle, elle doit être collective, et c'est aussi une question de choix. Donc, construire la résilience systémique, c'est faire des choix de société, des choix sociétaux qui ne peuvent être finalement faits que collectivement. Et c'est finalement parler aussi de décroissance, puisque la résilience, c'est une décroissance des flux, c'est consommer moins et utiliser moins, consommer moins de matière, utiliser moins d'énergie pour permettre au système de s'adapter dans un contexte qui était donné en préambule, c'est-à-dire une descente énergétique, une raréfaction des ressources minérales, une raréfaction voire une disparition de la biodiversité, et donc des contraintes qui s'accentuent sur les sociétés humaines et des problématiques qui sont systémiques. Donc, on a tendance à assimiler la résilience à une réponse au changement climatique. Or, si on reparle un peu du constat qui a été fait en préambule et qu'on s'arrête sur les limites planétaires qui régissent finalement la soutenabilité de notre système Terre et les conditions de vie humaines, on remarque que le changement climatique est certes très impactant pour les sociétés humaines, mais ce n'est pas le plus impactant et c'est pas la limite planétaire qui aurait le plus d'impact négatif sur l'espèce humaine. Par exemple, à contrario, si on regarde la biodiversité, c'est une des limites planétaires les plus importantes pour l'espèce humaine et pour sa survie sur le système Terre. Et donc, la résilience, vraiment, ne doit pas se limiter ou se simplifier à des concepts comme le changement climatique ou particulièrement le changement climatique. C'est vraiment une approche globale. Donc, c'est à la fois anticiper ou en tout cas répondre au changement climatique, s'adapter au changement climatique, mais c'est également anticiper et répondre à la perte de biodiversité, au cycle de l'eau, au cycle de l'ozone, etc., etc. C'est vraiment une approche globale. Et puis le fait qu'on parle vraiment de la résilience et non pas de résilience au sens business ou dans les entreprises, quand on parle de résilience, c'est plus de la robustesse. Donc, on veut avoir un modèle économique résilient, ben, on va transformer légèrement le modèle, mais sans transformer le système en lui-même. C'est ça aussi qui est important. Il faut que les gens vraiment comprennent la différence entre la résilience systémique et puis la résilience d'une entreprise qui est plus liée à la robustesse, à la performance
qui a pas vocation à transformer un système et à le rendre plus adaptable et à changer son état. Mais on est plutôt voilà, sur un système qui reste globalement le même, avec des modifications succinctes par parcimonie dans les sous-systèmes qui le composent. Voilà, on a tendance, en règle générale, quand on parle de résilience, on a tendance à pas traiter la racine du problème. On a tendance plutôt à apporter des solutions temporaires ou d'atténuation. C'est un mot aussi qu'on aime bien, atténuation. Mais l'atténuation, c'est pas de la résilience. L'adaptation et l'atténuation font partie de la résilience, mais ne sont pas la résilience. C'est comme l'écologie, au sens protection et sauvegarde de l'environnement, ce n'est pas la résilience. La résilience inclut l'écologie, mais l'écologie n'inclut pas forcément la résilience. Voilà, c'est vraiment c'est des concepts qui sont complexes et qui sont difficiles à vulgariser et difficiles à apprendre, mais c'est important de ne pas les confondre parce qu'on finalement on se trompe dans l'action si on confond les choses. Et on n'a pas parlé du rôle du politique, mais le rôle du politique est essentiel pour la résilience, puisqu'il y a la notion de démocratie, il y a la notion d'anticipation, de gouvernance, etc. Voilà. Et c'est des sujets que chaque gouvernement, homme politique à n'importe quelle échelle, hein, du maire au député au président, doit s'emparer et doit comprendre.